On va parler d'un sujet qu'on croise absolument tous les jours, mais auquel on ne pense pas forcément, le prix. Comment décide-t-on du prix d'un produit? La réponse, vous allez voir, est bien plus fascinante qu'on pourrait le croire. Allez, prenons un exemple que tout le monde connaît, une pizza. Pourquoi est-ce qu'elle coûte 9 euros et pas, disons, 10 euros? Derrière cette question toute simple se cache en fait une histoire super complexe qui mélange économie, psychologie et même stratégie. Alors, pour comprendre comment les prix sont fixés, il faut d'abord jeter un œil au modèle économique classique. C'est une théorie, une très belle théorie même, qui nous explique comment les choses sont censées fonctionner. Au cœur de cette théorie, il y a le concept de marché. Alors, qu'est-ce que c'est un marché? Eh bien, c'est simplement un lieu qui peut être réel ou virtuel, où se rencontrent ceux qui veulent acheter, ça c'est la demande, et ceux qui veulent vendre, ça c'est l'offre. Cette idée, on la doit en grande partie à des économistes comme Adam Smith, qui voyaient le marché comme un système qui se régule tout seul. D'ailleurs, Adam Smith avait une très belle image pour ça. Il disait que le marché est guidé par une main invisible. L'idée, c'est que la somme de tous nos intérêts individuels, par le jeu du libre-échange, mène naturellement au meilleur résultat possible pour la société dans son ensemble. Bon, parlons de la première grande force, la demande. La demande, c'est la quantité d'un produit que les consommateurs sont prêts à acheter à un certain prix. Et là, la règle de base est hyper simple, on la connaît tous instinctivement. Plus un produit est cher, moins on a envie de l'acheter. Quand le prix augmente, la demande diminue. L'exemple des places de cinéma est parfait. À 6 euros, on y va sans trop se poser de questions. À 18 euros, là on commence à réfléchir un peu plus. Et de l'autre côté, on a l'offre. L'offre, c'est la quantité qu'un producteur est prêt à vendre. Et là, c'est exactement l'inverse de la demande. Plus le prix est élevé, plus les producteurs ont envie de vendre pour gagner de l'argent. Logique, non? Pour un agriculteur, par exemple, si le prix du blé flambe, c'est une super incitation à en produire un maximum. Donc si on résume, on a deux forces qui s'opposent. D'un côté, les acheteurs qui rêvent de prix les plus bas possibles, de l'autre, les vendeurs qui veulent des prix les plus hauts possibles. Alors la grande question, c'est comment est-ce qu'ils arrivent à se mettre d'accord? Eh bien, c'est là que toute la magie du marché opère. Et le plus fou, c'est qu'on peut visualiser cette rencontre très simplement sur un graphique. Allez, on regarde ça de plus près. Imaginez un graphique tout simple. Sur l'axe vertical, on met le prix. Sur l'axe horizontal, la quantité. La courbe de la demande, on l'a vu, elle descend. Plus c'est cher, moins on en veut. La courbe de l'offre, elle monte. Plus c'est cher, plus on veut en vendre. Et là où les deux courbes se croisent, eh bien, c'est le point magique, c'est le point d'équilibre. Ce fameux point d'équilibre, c'est le prix, où tout le monde est content. C'est l'unique prix où la quantité que les gens veulent acheter est pile poil égale à la quantité que les entreprises veulent vendre. Résultat, pas de surplus, donc pas de gaspillage, et pas de pénurie, donc pas de frustration. Si on reprend notre histoire de pizza, si toutes les pizzerias la vendent 15 euros, elles vont se retrouver avec des tonnes de pizza sur les bras. C'est le surplus. À l'inverse, si elles la vendent 5 euros, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. C'est la pénurie. Le marché, de manière tout à fait naturelle, va donc pousser le prix vers le juste milieu, dans notre cas 9 euros. C'est le prix où l'offre et la demande se rencontrent parfaitement. Voilà ce qu'est la fameuse main invisible d'Adam Smith en action. Voilà pour la théorie. C'est propre, c'est logique. Mais bien sûr, le monde réel est un peu plus compliqué. Parce que cette machine, aussi parfaite soit-elle, ne fonctionne pas toute seule dans son coin. Parfois, les gouvernements décident de mettre leur grain de sel pour modifier cet équilibre. Et pour ça, ils ont principalement deux outils, qui sont en fait les deux faces d'une même pièce. D'un côté, les taxes. Pensez aux taxes sur le carburant. Ça augmente le coût de production, l'offre diminue, et au final, le prix augmente et on en achète moins. C'est fait pour décourager. De l'autre côté, les subventions. Par exemple, pour les voitures électriques. Là, ça diminue le coût de production, l'offre augmente, le prix baisse et les ventes décollent. C'est fait pour encourager. Bon, ce modèle classique est super élégant, c'est vrai, mais est-ce qu'il explique vraiment tous les prix qu'on voit tous les jours? Est-ce qu'il raconte toute l'histoire? On sent bien que non. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le marché est vraiment cette machine parfaite qui s'autorégule et qui est guidée uniquement par des choix 100% rationnels? Le modèle classique part de ce principe. Le consommateur est un être rationnel et le prix est son principal guide. Mais si c'était si simple, alors pourquoi les entreprises dépensent-elles des milliards en publicité et en images de marque? Et encore plus bizarre, pourquoi pour certains produits, quand on augmente le prix, la demande augmente aussi? Ça, le modèle classique ne l'explique pas vraiment.
Et c'est là qu'on arrive au cœur de la stratégie moderne. Les entreprises ne cherchent pas à casser les lois de l'offre et de la demande. C'est impossible. Non, leur but est bien plus subtil. Elles cherchent à influencer notre perception de la valeur. Une entreprise ne vend pas juste un objet. Elle vend une histoire, une expérience, une émotion, un statut. Il y a cette phrase qui résume tout parfaitement. Pour certains produits, le prix est la fonctionnalité. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Veblen, surtout visible dans le luxe. Un prix très élevé ne freine pas l'achat. Au contraire, il le rend plus désirable parce qu'il devient un signe d'exclusivité, un marqueur social. Et donc, tout l'enjeu pour beaucoup de marques, c'est de nous faire sortir de la simple comparaison par le prix. Comment ? En différenciant leurs produits avec un design unique, en créant une fidélité presque religieuse à la marque, en bâtissant un lien émotionnel fort. Bref, en rendant leurs produits tout simplement incomparables. Pensez à Apple. On n'achète pas juste un téléphone, on achète une place dans un écosystème. Et puis il y a ça, 9,99 €. Ça, ce n'est absolument pas un prix d'équilibre sorti de la rencontre entre l'offre et la demande. Non, ça, c'est un prix purement psychologique. C'est une astuce qui joue avec les bizarreries de notre cerveau. On appelle ça un prix psychologique ou prix magique. C'est un outil qui vient de l'économie comportementale. En gros, notre cerveau, quand il voit 9,99 €, il s'ancre sur le 9. Et du coup, il perçoit le prix comme étant dans la zone des 9 et donc bien plus bas que 10 €. Des économistes comme Daniel Kahneman ont montré qu'on est loin, très loin, de l'acteur parfaitement rationnel du modèle classique. Alors, comment on fait le lien entre les deux, le modèle classique et la réalité? En fait, il ne faut pas les opposer. Il ne s'agit pas de dire que le modèle est faux. Il faut plutôt le voir comme la fondation, la première couche de l'histoire, sur laquelle les stratégies modernes viennent se construire. Ce tableau résume parfaitement les deux mondes. D'un côté, le modèle classique. Le prix est la variable centrale, le consommateur est rationnel, et tout s'ajuste automatiquement. De l'autre, les stratégies modernes. Là, le prix devient un outil stratégique, le consommateur est considéré comme influençable, l'information est guidée et l'ajustement est activement piloté par les entreprises. Et tout ça, ça nous amène à une question finale. En sachant que le prix n'est pas juste un chiffre, mais un signal, un outil stratégique pensé pour influencer notre perception, est-ce que nous, en tant que consommateurs, sommes aussi rationnels que l'on aime le croire? C'est une bonne question à se poser la prochaine fois qu'on fera un achat.